Quand il s'agit d'acheter les matières premières nécessaires à la fabrication de ces produits cosmétiques, une inquiétude qui revient souvent, c'est comment ne pas me faire arnaquer. Comment être sûr de la qualité du produit qu'on va acheter et qu'on ne nous fournisse pas 1 litre d'huile de coco avec 80% de débris et 20% d'huile. Comment s'assurer que le fournisseur respecte la réglementation qui nous concerne, qu'il soit réellement certifié bio quand il dit être certifié bio. Comment savoir tout ça spécifiquement quand le premier contact que vous avez avec la personne se fait à distance et que a priori il n'y a aucune possibilité de garantie. Eh bien c'est ce qu'on va voir parce que dans cette vidéo je vous partage 4 façons de reconnaître un fournisseur fiable. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si vous êtes intéressé par créer votre marque de cosmétiques mais ne savez pas par où commencer, rendez-vous en barre de description parce que je vous ai filmé une masterclass gratuite qui reprend toutes les étapes par lesquelles vous devez passer et quoi faire donc dans l'ordre pour lancer votre projet. En attendant, comment reconnaître un bon fournisseur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier élément de reconnaissance de la fiabilité d'un fournisseur, le produit en lui-même. Évidemment, un moyen sûr de reconnaître si un fournisseur est fiable ou non, c'est de juger directement de la qualité de sa marchandise. Et là, vous pouvez me dire, mais Josiane, elle nous apprend rien, on sait très bien ça, mais comment être en possession de la marchandise avant de l'avoir achetée, surtout si le fournisseur se trouve à des milliers de kilomètres de nous, dans un autre pays ou je ne sais quoi, et qu'on n'a pas accès à lui dans un premier temps. Eh bien, il y a un truc tout bête, mais je me rends compte que beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est que avant d'acheter une matière dans la quantité que vous voulez, vous avez le droit et devez demander d'abord un échantillon à tester. Vous pouvez demander au fournisseur de vous envoyer une petite quantité de produits pour laquelle vous n'aurez pas à payer et dans certains cas même, le fournisseur peut vous faire un geste commercial et prendre en charge la livraison. Ce type de transaction va vous permettre 2 choses. La première, c'est qu'évidemment, vous allez pouvoir tester le produit et vous rendre compte de s'il est de qualité ou non. Mais la seconde, c'est que toute cette transaction va vous servir de test. Vous allez pouvoir analyser le comportement du fournisseur en question et juger de sa réactivité, de son sens de l'écoute, de sa proactivité. Souvent, les personnes qui essaient de vous arnaquer présentent de gros red flags qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Mais là, ce sera vraiment l'occasion d'observer votre partenaire. Pour terminer avec cette histoire d'échange, je vais vous donner une dernière astuce qui va vous aider à limiter un petit peu les coûts, spécialement si vous formulez vos produits cosmétiques vous-même. Généralement, lorsque vous demandez un échantillon à un fournisseur qui a l'habitude de vendre ses matières en gros, il ne va pas vous donner un tube de 10 ml d'huile ou je ne sais quoi. Les échantillons se comptent souvent en centaines de grammes, voire 1-2 kg. Donc, quitte à recevoir tout ça, autant en faire bon usage et vous en servir pour peaufiner vos formules, plutôt que d'aller à gauche, à droite, acheter des ingrédients dans tous les sens, sachant que ça, quand même, mis bout à bout, ça vous coûte de l'argent. Puis de cette façon, vous réalisez vraiment un test en situation réelle et vous jugez de toutes les propriétés organoleptiques finales de votre produit cosmétique qui ont été obtenues grâce aux matières que vous avez réellement sourcées, c'est-à-dire l'odeur, la texture, la couleur, etc. Et pareil, même si vous ne formulez pas vos cosmétiques vous-même, lorsqu'il sera temps de faire des petites quantités de produits pour passer les tests réglementaires, plutôt que d'aller directement sourcer les matières premières en gros, vous pouvez vous entendre avec le laboratoire pour utiliser les échantillons qu'on vous a déjà fournis, s'il vous en reste et si vous êtes déjà sûr de passer avec ce fournisseur-là en particulier. Donc, quand vous demandez des échantillons, ne les prenez pas juste pour tester une noisette dans le pli du coude et après poser le produit là et faire profiter toute la famille de beurre de karité du Mali ou quoi. Mettez-vous déjà dans la peau d'un entrepreneur et cherchez toutes les bonnes façons de rentabiliser ce que vous avez. Second élément pour reconnaître la fiabilité d'un fournisseur, le moyen de paiement. Ici, par moyen de paiement, j'entends à quel moment et de quelle façon vous demande-t-on de payer. Il y a certains fournisseurs qui insistent pour que vous leur envoyiez votre paiement alors que vous avez juste échangé 2 phrases. Ça, typiquement, c'est un des red flags dont on parlait au début. Il faut qu'il vous ait fourni au préalable toutes les informations qui vous permettent, vous, de prendre une décision, comme le prix, évidemment, mais également sa politique d'expédition, quels sont les documents officiels qu'il a, est-ce qu'il propose une sorte d'assurance, tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, il y a le moment où on vous demande de payer qui doit être judicieux, mais il y a également le mode de paiement qu'on vous propose. Il y a toujours des prestataires de services en France, pas que des fournisseurs de matières premières, mais des gens divers qui insistent pour être payés par mandat cash, des trucs comme ça. En gros, les moyens de paiement les moins sûrs et les moins traçables au monde. Donc, faites attention à ce qu'on vous propose. Déjà, est-ce qu'on vous a érigé une facture? Est-ce que le paiement se fait par une quelconque plateforme sécurisée?
Tout ça est à vérifier pour qu'en cas de pépin, il y ait au moins une preuve que vous avez envoyé de l'argent à tel. Troisième preuve de la fiabilité de votre fournisseur, les documents réglementaires. Je fais référence aux documents exigés par la réglementation européenne qu'il va vous falloir joindre dans votre dossier information produit. Bon, c'est vrai que dans le titre de cette partie, je dis preuve de fiabilité. Ce n'est pas vraiment ça parce qu'un fournisseur peut tout à fait être fiable sans avoir ces documents. C'est juste que vous, il vous les faut si vous comptez commercialiser vos produits en Union européenne, comme vous le savez à cette heure-ci. Il y a des fournisseurs qui vont vous dire oui, fiche de sécurité, certificat d'analyse, nanana, vous en faites pas, on a tout ça. Mais la vérité, c'est qu'ils ont que dalle de chez que dalle et qu'ils savent même pas de quoi vous parler. Donc clairement, vous pouvez pas vous permettre de croire les gens sur parole. Ce que vous allez faire, c'est que pendant que vous demandez des échantillons de produits, vous allez également en profiter pour demander les documents réglementaires joints. Demandez à votre toxicologue de quels documents vous avez besoin au juste ou inspirez-vous de cette vidéo. Attention cependant à cette méthode, il se peut que vous vous retrouviez dans la situation particulière où le fournisseur a peut-être les documents qu'il faut, mais qu'il refuse tout simplement de vous les transmettre parce qu'il a peur que vous vouliez lui voler, je ne sais quoi. Vous avez la méfiance africaine parce que ce genre de situation arrive le plus souvent quand le fournisseur est africain. Donc là, vous allez devoir rassurer votre partenaire en lui expliquant que non, vous ne pouvez pas, comme il le demande, acheter la matière première et recevoir les documents réglementaires ensuite, puisque vous devez d'abord vous assurer qu'il y a existence de documents réglementaires avant de procéder à l'achat. Quatrième critère de fiabilité, les certifications. Dans cette partie, je vais spécifiquement aborder le cas des certifications bio. Et c'est comme dans la partie précédente, ce n'est pas qu'il faut forcément ce type de certification pour être jugé fiable. C'est juste que si vous recherchez particulièrement du beurre issu de l'agriculture biologique, il vaut mieux que si votre fournisseur vous dit « oui, vous en faites pas, nous on a », que vous sachiez si c'est la vérité ou non. Parce que oui, mesdames et messieurs, on peut très bien vous présenter de faux certificats. Donc dans ces cas-là, comment démêler le vrai du faux et éviter tout bonnement de se faire arnaquer? Eh bien, j'ai une petite astuce à vous partager. Dans cette vidéo, je vous présente qu'est-ce que le label bio, comment l'obtenir et qui sont les organismes qui le délivrent. Sachez qu'en général, les organismes qui délivrent le certificat bio présentent sur leur site un outil qui permet de retrouver tous les bénéficiaires du label. Je sais que sur le site d'EcoCert spécifiquement, vous pouvez effectuer une recherche par numéro de certificat, nom du fournisseur, nom de sa société, j'entends, non, son nom officiel quoi. Donc si vous effectuez une recherche sur le site d'EcoCert et que vous ne retrouvez pas votre fournisseur, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas certifié et que s'il vous a présenté un certificat, celui-ci soit faux. Donc en fonction des documents qu'on vous présente, vous pouvez comme ça trouver un moyen d'aller vérifier auprès des autorités même. Cinquième critère de fiabilité, votre ressenti. On l'a dit en début de vidéo, quand on essaie de vous arnaquer, il y a de gros red flags. Et souvent, vous-même, vous remarquez que quelque chose cloche. Donc, faites confiance aussi à votre intuition et faites appel à votre sens de l'observation. De ce que vous voyez de ce fournisseur-là. Est-ce que, pour vous, il y a une volonté de bien faire? Est-ce qu'il y a du sérieux? Est-ce que jusque-là, ça se passe bien? Par exemple, il y a une chose qui peut vous rebuter beaucoup, c'est les fautes d'orthographe. Bon, moi, personnellement, j'avoue, je prends un peu de recul par rapport à ça parce que je me dis, si je suis en train de communiquer directement avec un agriculteur en zone rurale, je ne m'attends pas non plus à des tournures de phrases à la Molière. Mais c'est vrai que quand il y en a vraiment trop, c'est pas rassurant du tout. Donc ça, déjà, ça peut vous signaler quelque chose. Donc, interprétez l'attitude de votre potentiel partenaire, mais surtout, faites-le en toute objectivité et en remettant les choses dans leur contexte. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient souvent, et par souvent, je veux dire tout le temps. Autant vous avez peur de vous faire arnaquer et vous passez vos fournisseurs au scanner, autant ils vous scannent aussi. Bah oui, qu'est-ce qui lui dit que vous n'allez pas juste disparaître après avoir reçu la marchandise sans jamais le payer? Vous savez honnête, mais les autres gens ne vous connaissent pas. Donc si ça se trouve, c'est vous l'arnaqueur. Alors autant que vous attendez un comportement correct et rassurant de la part des autres, vous aussi ayez un comportement correct et rassurant. Parfois, un fournisseur se comporte de façon suspecte, mais c'est juste en réponse à votre comportement suspect. Donc vous allez vous dire d'emblée, ah non mais c'est bon, il n'est pas fiable. Mais en vrai, il faut remettre les choses dans leur contexte et revoir vous aussi votre attitude pour vous rendre compte qu'il s'agit juste d'un malentendu. Par exemple, imaginons vous prenez contact avec un fournisseur par écrit. Lui, très vite, il vous demande votre numéro de téléphone, peut-être parce qu'il veut un contact plus direct avec vous. Et vous, peut-être ça vous braque, ça vous fait peur. Vous vous dites, mais c'est trop tôt pour qu'il me demande un numéro de téléphone. Il n'a pas répondu à mes questions. Qu'est-ce qu'il va faire de cela, etc., etc. Donc, vous refusez de lui donner. Lui, dans un autre temps, il se dit, mais
Si elle refuse de me donner son numéro de téléphone, c'est que c'est bizarre. Est-ce que c'est un vrai porteur de projet? Est-ce que c'est pas un arnaqueur? Est-ce que c'est une vraie personne? Et c'est comme ça qu'à partir de rien, tout le monde psychote et tout le monde commence à se comporter de la façon la plus chelou possible. C'est un genre d'histoire très con, mais c'est un genre d'histoire qui arrive. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi aussi, donc faites attention. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!